vous accompagner jusqu'à 9h30 comme chaque matin. Mina Abel est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nord, bonjour. Comment ça va, Mina? Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Très bien, alhamdoulilah. Alors Mina, aujourd'hui, nous allons nous intéresser ou nous allons revenir un petit peu au monde universitaire, ça te dit? Oui, pourquoi Oui, pas? alors l'université, il faut dire que depuis quand même quelques années, elle s'ouvre donc sur le monde qui l'entoure, elle s'ouvre aussi sur les entreprises, sur la société. Et depuis quelques années, plusieurs événements donc, sont organisés au niveau des universités, notamment le salon de l'emploi. Très important. Très très important et très intéressant surtout pour les étudiants parce que c'est une rencontre directe finalement qu'on va organiser entre les entreprises et les étudiants. Et cette fois-ci, nous allons revenir sur la 15e édition du forum de recrutement, donc le salon d'emploi qui va s'organiser au niveau de HEC Alger. Et ben voilà. Et aussi aujourd'hui, nous allons nous intéresser. Alors il y a quelques temps de cela, je ne sais pas si tu te rappelles, nous avons eu un invité qui nous a un petit peu parlé de la sensibilisation et l'éducation par rapport, et l'information surtout par rapport aux maladies chroniques, mais particulièrement au sud d'Algérie. Alors, ils sont partis, donc ils sont venus, ils nous ont parlé de leur objectif, ils sont partis sur place et aujourd'hui ils reviennent. Ah, Voilà, ils reviennent pour nous parler donc du déroulement, parce que ça s'est passé quand même dans une très belle région d'Algérie, à Djanet. exactement. Magnifique. Voilà, à Djanet, donc on va dire Hadja ou Farja. Hadja ou Fadja, oui, N'est-ce pas? c'est exactement ce qu'on avait dit en plus la dernière fois. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. Donc déjà, c'est un peu le tourisme médical. Voilà. On en parle beaucoup ces derniers temps et surtout la sensibilisation, l'éducation donc de la population par rapport à certaines maladies, maladies transmissibles, de maladies contagieuses et aussi des maladies chroniques, surtout comme on doit faire la prévention, la prise en charge. Donc on aura notre invité aujourd'hui qui va revenir un petit peu sur le déroulement de ce congrès donc, qui s'est passé à Djanet. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aussi à un événement, aussi une autre tradition, j'ai envie de dire, dans le monde de l'art, notamment la 8e édition du Festival international de l'art contemporain. Ça t'intéresse beaucoup, hein? Comment? Ça t'intéresse beaucoup, je disais, ça te parle beaucoup, Ah bah l'art oui. contemporain. Qui n'aime pas? Ça parle à beaucoup de monde. Ça hein, parle à beaucoup de l'art monde, ça contemporain. parle à Ça beaucoup nous de monde. ressemble, on s'identifie dans On s'identifie, plusieurs... oui, oui, oui. Bah n'est-ce oui, pas, évidemment. dans plusieurs expressions, on Tout à s'identifie fait. effectivement et nous aurons donc des invités qui viendront ce matin pour revenir sur cette 8e édition. Comme chaque vendredi, Siham sera parmi nous, Siham Kednouch, et cette fois-ci elle va nous faire découvrir d'autres prénoms. Alors c'est pas seulement découvrir d'autres prénoms, mais elle nous fait un voyage dans le temps, hein. Parce qu'on part loin, hein, finalement, à la recherche de l'origine du prénom. Bah oui, en plus, elle a l'art et la manière de raconter. Elle a toute la poésie, voilà. n'est-ce pas? Ah oui, oui, on est complètement transporté Ah, avec ces complètement transporté après un style. Wow, on se remet complètement en question. Hein. Oui. Finalement, à un moment donné, c'est tout son caractère, c'est toute sa personnalité qu'on va remettre en question par rapport au choix du prénom. Effectivement, c'est Mala Hadjamar, comme chaque vendredi, elle sera également parmi nous. Et cette fois-ci, elle va nous parler d'un beau livre. Donc, cette fois-ci, c'est une très belle contribution entre plusieurs chercheurs, anthropologues, archéologues et paléontologues, donc, qui ont consolidé un petit peu leurs efforts afin de parler des vestiges d'Algérie et surtout comment les protéger et les promouvoir. Et bien entendu, santé. Aujourd'hui, nous allons en parler en compagnie de Dr Fethi Benachnou, lui qui va s'intéresser cette fois-ci à quelque chose de laquelle on ne parle pas beaucoup et pourtant on entend beaucoup parler. C'est vrai. Mais on ne s'y intéresse pas forcément. Exactement. On se dit, c'est pas grand-chose, c'est rien. Et pourtant. Et ben aujourd'hui, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser à l'hernie et surtout aux conséquences de l'éventration. Donc il va nous en parler ce matin. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mina, oui. Apparemment, les températures sont en baisse pour aujourd'hui. Un petit peu. Un petit peu. Apparemment, on revient ou on commence à ressentir les températures saisonnières. Ça commence, petit à petit, ça commence. Voilà, ça commence. En espérant que ça continue comme ça. Oui, c'est ce qu'on espère. On est aux portes du mois de décembre. Hein. On est aux portes de l'hiver, finalement. C'est dans une vingtaine de jours. Exactement. On va recevoir à peine, voilà, qu'on va recevoir l'hiver. Donc, un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. C'est parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
Et voilà, donc les nouvelles du ciel, et ce sera en compagnie donc, de Mina. Mina, alors on disait qu'on va avoir des températures plutôt agréables. Plutôt agréables. Même un temps plutôt agréable. Même le temps plutôt agréable. Oui, oui, oui. oui. Donc, à l'arrivée, aujourd'hui, elle n'aura pas... un petit peu. Un petit peu quand même. Elle sera parfois contente, parfois non, parfois contente, parfois non. Bon, c'est un peu la caractéristique de la saison aussi. Hein. Mais exactement. N'est-ce pas? Le temps est capricieux en ce effectivement. moment. Effectivement, c'est vrai que ça joue sur le moral aussi. Tout à fait. Voilà, alors plus de détails, Mina? Avec plaisir. Parfait, ça. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et très bon réveil. Beaucoup de brouillard ce matin, évidemment sur l'ensemble des régions côtières, ainsi que vers les régions intérieures. Le ciel restera dégagé vers l'ouest, plutôt nuageux sur le centre et l'est, avec possibilité de quelques gouttes de pluie en journée. Sur le centre et l'est, un ciel voilé sur le Nord-Sahara. Les oasis, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, avec évidemment de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord un minimum de 16 degrés du côté d'Al-Bayad Naama ainsi qu'à Djelfa, 18 à Tiaret, 20 degrés à Alger. À Annaba, on notera 24 degrés, Gardaya, Hassim Saoud, 26 à Ilizi, Insalah et enfin 30 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h vers les côtes de l'ouest et entre 20 et 30 km/h sur le centre et l'est. Place tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, un ciel dégagé à New York ainsi qu'à Mexico, plutôt nuageux à Dallas ainsi qu'à Vancouver. On notera de la neige à Montréal. Côté température, on notera 4 degrés à Vancouver, 2 degrés seulement à Montréal, 8 à New York, 27 à Miami, 13 à Dallas et enfin 25 degrés à Mexico. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et donc on notera pour aujourd'hui, Mina, des températures, comme on le disait, plutôt agréables, un temps aussi agréable sur l'ensemble du pays finalement. Exactement. Sur l'ensemble du pays. On ressent la petite baisse. Hein. Oui, on la ressent quand même. Même au sud. Hein. Sensiblement, à l'intérieur du pays, nous sommes à 18, 17 degrés. 16 degrés voilà. Aussi, 30 degrés, c'est le maximum. Oui. Au sud, donc voilà. Voilà, donc quand même... On commence à ressentir. On commence à ressentir. N'est-ce pas? Oui. On commence à ressentir. C'est vrai que ça a été un petit peu tardif, mais bon. Ah oui, mieux vaut tard que jamais. Hein. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. À 9h30. On ne va pas rater le rendez-vous. À 9h30. Merci beaucoup, Mina. Allez, à tout à l'heure. Et cette fois-ci, pause musicale comme d'habitude. Et aujourd'hui, notre ami Radia a choisi pour nous Bouhlam Chakar. On se retrouve juste après. الحب صار مازال سكن عضايا لاحول سكن عضايا لاحول قلت نبو بالكداتي جوارحي نحيلة ختال من الختالة قالوا صحاب العقول قالوا صحاب العقول طير الأحيال تنفعولة في الغرام حيلة دامي هويت شمس ضحى الباتول عدات سر عبلة ومحاسن جازية وليلة نهوى الشموس مجالي عذرا ما راحت البال ننظر جياد الفالي كنز البها والكمال الصدودة مذالي علي نحيل حال دمعي فاق البطال فوق الخدود هالطالة
ونضل تايه ونجول ونضل تايه ونجول لا حال حالتي بهواها شاكي في كل ليلة منها طلقت المقالة بعد ما ضحيت موحول بعد ما ضحيت موحول سجان الهوى مدالي وغلايلي تقيلة والريم غير جفالة ولا نعمة بوصول ولا نعمة بوصول وانا على الغراد نساعف ما دام هالجفيني ما دامي هويت شمس ضحى الباتول عدت سبع بلا ومحاسن جازية وليلة القدوة في عالي والسالفين وذلال شبين ضوي إيدادي تغر سيل الغزال الخدود ورد البالي صغار سيل الهلال غنجور كان شملال الججيات الغزالة عداود برق الفلول وعداود برق الفلول ومقيس ذهب في يديها وتاوها الخليلة. Et voilà, quand même, nous passons un grand bonjour à notre ami Boualem Chaker et finalement, et un grand merci finalement à notre, on va dire notre pilier Abdelkader Chaou, voilà, que Radia a choisi pour nous ce matin. Et comme je vous le disais, Dr Fethi Benachnou, on ouvrira la page santé en sa compagnie ce vendredi. Cette fois-ci, c'est à l'hernie auquel on va s'intéresser. C'est juste après cela. Et voilà, docteur nous a déjà rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair, je remercie. Je peux pas garder Shabi. On remercie Radia, c'est Radia qui a choisi pour nous, n'est-ce pas? رضات علينا الله يرضى عليها باليوم الجمعة. Non, mais c'est personnellement, je réagis. C'est l'ADN de l'ADN de tout Algérien, c'est le Shabi. On ne peut pas rester indifférent. Hein. Non, c'est même si on n'est pas forcément mélomane, même si on n'est pas forcément connaisseur, donc on est emporté d'une manière ou d'une autre. C'est l'ADN, c'est inscrit dans les gènes, voilà. Shabi, c'est ça. Et j'espère que ça plaît à tout le monde, et ça c'est important. Mais le Shabi originel, pas original, c'est l'originel, c'est lui. Parce que là, il y a des tendances à, entre guillemets, il y a une nouvelle tendance qui s'appelle le néo-Shabi. Oui, à moderniser. Allah yasahel alayhum, mais le Shabi restera. Et ça, c'est très important. Voilà, Allah yahfad shuyukhna surtout, n'est-ce pas? Voilà, alors docteur, aujourd'hui, vous avez choisi de parler donc de l'hernie. Alors, on entend beaucoup parler au niveau des familles, avec les amis, mais on ne s'intéresse pas forcément à ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi ça vient, et surtout comment prendre en charge, surtout qu'on a tendance plutôt à délaisser un petit peu. Alors, l'hernie, d'abord, c'est quoi? Alors, l'hernie, بالعربية البعج. Puisque vous avez parlé des familles algériennes, c'est le badge. عندي البعج عندي. L'hernie, c'est quoi? C'est une. D'abord, voir comment l'être humain, cette merveilleuse créature, bifadlallah, il nous a créé. On a plein d'organes et d'appareils. Mais ce n'est pas jeté dans notre abdomen comme ça, ce n'est pas un fouillis. C'est quelque chose d'extrêmement bien agencé. Et surtout, c'est bien enveloppé. Ce n'est pas laissé comme ça, tout est enveloppé. Mais le bud, c'est quoi? En français, on dit, c'est une protrusion de ce qui était enveloppé et qui,
Pour parler algérien, c'est tefdika. C'est quand on a un vêtement et qu'il se déchire. Il y a ce qui était sous le vêtement va apparaître ou là va sortir. C'est ce qu'on dit. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose, pas d'anormal, mais c'est porté, c'est quelque chose de normal. Comment on a une déchirure? Et les femmes connaissent ça, c'est quand elles mettent une robe, on entend un bruit, ça y est, et là il n'y a pas de bruit. Là ce qu'on voit, c'est qu'il y a une protrusion dans le sens. On voit quand même un schéma assez expressif. Une protrusion, c'est une déchirure et ça sort. Ce qui était enveloppé sort, un organe. Le plus souvent, c'est un intestin, le plus souvent. Mais on peut avoir une hernie, et c'est très fréquent, mais c'est dans un autre domaine, une hernie discale, c'est-à-dire que ce qui protégeait le disque intervertébral, je me surveille pour ne pas être trop technique, le disque intervertébral, c'est un noyau d'olive qui est là. Alors, ce noyau d'olive, il sort assez haut niveau, c'est assez méchant, entre guillemets. Il faut faire attention, ça touche les gens qui lèvent des... Ça arrive brusquement, docteur. Ça arrive brusquement et c'est fonction de ce qu'on fait. Si on lève des poids lourds, des lourdeurs, tout ça, il y a ce côté-là. Par exemple, quand on veut soulever, et là, il y a un certain comportement. Ça, c'est dans la hernie discale, un comportement, on s'abaisse. Des fois, on a une hernie, ne serait-ce que se pencher pour soulever un bébé, un gosse. Il y a une pression qui se fait et regardez, il y a une protrusion. Et ce qui fait, le ventre, il est là c'est l'intérieur à gauche, ce qui fait qu'on sent cette saillie. On sent que c'est... Mais le plus grave, ça c'est, il faut tout de suite savoir ce que c'est, aller consulter en chirurgie pour justement définir ce que c'est. Parce que le danger, il peut y avoir ce qu'on appelle, vous voyez, là c'est l'intestin, il peut y avoir ce qu'on appelle un volvulus, c'est-à-dire que l'intestin va faire un nœud. Un nœud, et là ça devient dangereux et très souvent c'est comme ça qu'on détecte une hernie et là ça va arrêter, il y aura un arrêt des matières et des gaz, là c'est mortel et il faut intervenir. Est-ce que ça a un rapport avec l'occlusion intestinale finalement? Oui, voilà. Le volvulus, parce que l'intestin ça doit circuler. Il y a les gaz, il y a les sels, il y a les matières fécales. Mais quand il y a un nœud qui se fait, il se tord, c'est ça le danger. Il se tord. Donc il y aura un obstacle qui entraînera un arrêt des matières et des gaz qu'on appelle occlusion intestinale. Et la seule solution, c'est de passer sur le billard pour dérouler et permettre à l'évacuation. Vous savez, j'utilise des termes très courants. C'est quand un lavabo se bouche. Elle se bouche, ça s'accumule. La plus importante, c'est d'appeler le plombier qui... là, chez l'être humain, et dans ce cas de hernie, là, il y a la hernie ombilicale, il y a la hernie... Plusieurs types. Mais c'est le même principe. C'est le même principe, c'est toujours le même principe. Le même principe à partir du moment où tous nos organes, tous les organes qui sont à notre niveau sont enveloppés. À la naissance, la création a été enveloppée, ça ne se balade pas à l'air libre. Là, il y a un élément qui est important et ça s'adresse aux femmes. Des accouchements répétés. Là, effectivement, nous avons plusieurs types de hernie au niveau. L'ulcère, la hernie inguinale, c'est entre les... Il y a beaucoup d'éléments au niveau. Et c'est la zone la plus fragile. Pourquoi? Quand on soulève quelque chose de lourd, on appuie sur le ventre et le bas-ventre et on porte atteinte à chaque fois. Moi, je voulais parler surtout au niveau chez les femmes
des grossesses répétées et surtout parfois des césariennes. Là, j'avertis que c'est à la mode la césarienne, de plus en plus de jeunes femmes qui disent « je ne veux pas accoucher par les voies naturelles, je veux accoucher par césarienne pour une histoire d'esthétique, une petite cicatrice et tous ces éléments-là ». Mais à la longue, on a ce qu'on appelle, et ça c'est, il y a la ceinture abdominale, on appelle ça, elle cède, c'est-à-dire qu'elle lâche, et là on a ce qu'on appelle une éventration. Une éventration, c'est très moche, c'est pas du tout agréable, c'est dangereux en plus. Alors justement, mis à part le côté esthétique où c'est vrai que c'est pas beau à voir, qu'en est-il finalement du côté qui pourrait porter atteinte encore une fois à la santé? À la santé, et c'est là où on met ce qu'on appelle couramment une plaque pour justement contenir cette, je dirais pas éviscération, mais cette éventration, c'est-à-dire que tout le contenu du ventre, l'intestin, il est évacué vers tout, mais la peau, c'est la peau qui le retient. Il n'y a plus cette ceinture abdominale et on a des muscles au niveau qui retiennent les organes. Là, à ce moment-là, on est obligé de pallier à la disparition de la ceinture abdominale. On dit qu'on met une plaque carrément en dur au niveau du ventre, évidemment adaptée, ce n'est pas une plaque en acier ou une plaque au niveau du ventre pour justement contenir ces... Et c'est là où il faut faire attention à ne pas avoir d'hernie, surtout chez les femmes enceintes, et juste après l'accouchement, on peut faire renforcer le périnée, renforcer les muscles du ventre. Ça, c'est très important. Regardez l'accouchement, le fait d'enfanter. Je crois que c'est de A à Z, prévoir tomber enceinte, mais ensuite, après l'accouchement, il y a une prise en charge chez certaines femmes. L'obésité, la fameuse obésité, et l'obésité, c'est pas dans le sens où on dit obésité ou khlas. Non, il y a des étapes. C'est ce qu'on appelle l'obésité morbide. Celle-là, elle va réagir sur tout le corps, agir sur la possibilité d'avoir un diabète et tous ces éléments-là, d'avoir des crises cardiaques, d'avoir à cause du surpoids et du taux de graisse, mais ensuite aussi on a ce qu'on a. Il y a aussi chez les hommes, il y a ceux qui ont عندو الكرش, ceux qui ont un embonpoint. Le problème, c'est qu'ils mettent une ceinture. Les ceintures, ça sort, vous voyez, ça... Et là, ce qui est important, c'est beaucoup plus de porter des bretelles, qui, hélas, en Algérie, ne sont pas très utilisées. Et ça, c'est important. Le ventre, c'est très important. Nous avons chez les bébés la hernie ombilicale, c'est-à-dire au niveau de l'ombilic, nous avons, il sort. Classiquement, et ça il faut éviter, on met une pièce de monnaie et on sert pour que ça... Et il ne faut pas jouer avec cette protubérance. Je crois que c'est pas méchant, mais je crois qu'il faut la signaler au pédiatre au cas où il faudrait regarder. C'est là par exemple, tout à l'heure, regardez le ventre, là, il ne faut pas de ceinture, il faut... Et ça c'est très important. Une hernie, et il faut palper et ne pas se dire. Il y en a qui s'amusent à faire rentrer. À faire rentrer avec. C'est gênant à un moment donné, mais au lieu de prendre en charge médicalement. Donc, voilà, il ne faut pas s'amuser ou il y a des trucs dire c'est rien. Le plus grand danger, c'est le risque de volvulus et d'occlusion intestinale qui est mortelle. Hein. L'occlusion intestinale, il faut... J'ai vu un cas où la personne, tellement que il y avait une occlusion intestinale, les selles ressortaient par la bouche. Ça, c'est les cas extrêmes et dangereux pour montrer un petit peu ce que c'est que la hernie. Il ne faut pas s'amuser. Ensuite, on a la hernie discale, j'ai parlé ça au début, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et ça, c'est aussi, il faut faire attention. Il y a une réticence à opérer parce qu'on risque de toucher un nerf et ça entraîne des paralysies. Mais de plus en plus, je crois qu'on a des... je salue mes collègues chirurgiens, ce sont des vrais orfèvres. Ils déroulent brodés, ils savent ce qu'ils font, je les salue. Et on commence
on commence à opérer les hernies discales. Après beaucoup de... Le plus important, c'est arrêter de prendre des objets lourds, des poids et le soulever, tout ça. Moi, à chaque fois, quand je suis dans la rue, à côté des boulangeries, il y a toujours un camion et il y a des jeunes qui déchargent des sacs de farine de 50 kilos. Ils ne le sentent pas. Je crois que cet élément-là est très dangereux. Je crois qu'il faut adopter. Et il y a du matériel en Algérie, des élévateurs. On ne doit pas prendre... Non, ça va quand on est jeune, mais à la longue, on risque de développer soit une hernie discale, soit une hernie abdominale. Effectivement. Alors, docteur, juste pour clôturer, donc une fois que la personne prend en charge donc sa hernie, donc il y aura, on peut même passer en allant chez le médecin. Bien sûr, en allant chez le médecin, en faisant peut-être une chirurgie. Est-ce que ce sont des personnes qui restent quand même des personnes à risque qui peuvent encore une fois avoir encore une fois une récidive. Une récidive. Et vous êtes une femme, et toutes les femmes qui nous... Tefdeka, il faut la prendre en charge. Mais il ne faut pas aussi forcer parce que Tefdeka, la déchirure, elle peut revenir. Donc, soit on a grossi, j'osais pas le dire en respect de ces dames, mais ça peut, il faut changer, il faut maigrir, il faut aussi comprendre que le recours à l'accouchement par césarienne, il faut un petit peu freiner, et tous ces éléments-là, et surtout chez les hommes, je ne parle pas uniquement des dames, les hommes qu'ils arrêtent de prendre l'esprit de virilité, de force, de prendre... Et après, c'est une habitude après, hein, on a l'habitude de prendre, on n'a pas les bonnes manières pour prendre... On ne prête pas attention. Mais par exemple, un geste courant, il y avait une personne âgée, un homme, qui a pris son petit-fils. Mais il a senti... Donc, c'est une suture. Il y a des sutures et la suture peut se déchirer et peut faire retomber dans le même système où il y a une protrusion des organes abdominaux. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur ce sujet. On se voit vendredi prochain Inch'Allah. pour notre page santé. Sans problème. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Je vous trouverai en bonne santé et Inch'Allah. De toute façon, on essaie de prendre méticuleusement tous vos conseils, n'est-ce pas, du moment qu'on fait de la prévention. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Très bonne semaine à vous. On se voit vendredi prochain. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de l'université, l'USTHB particulièrement. Là où on va un petit peu découvrir ou redécouvrir, ou voir un petit peu ce travail de collaboration qui se fait entre l'université algérienne, les universités aussi, un petit peu dans d'autres pays, notamment d'autres pays africains, l'échange culturel, l'échange estudiantin, et nous allons voir un peu la réception donc des étudiants qui nous viennent de l'Afrique subsaharienne pour continuer leurs études au niveau de l'université algérienne, particulièrement celle de l'USTHB, et c'est Rafik Hamouche qui les a rencontrés dans ce reportage. Lui, c'est Bayoubé, étudiant tchadien en première année informatique à l'USTHB. L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumedienne est l'une des institutions académiques les plus prestigieuses d'Algérie, accueillant chaque année sur ses bancs des milliers d'étudiants, dont une communauté croissante d'Africains venus des quatre coins du continent. Le cours terminé, Bayoubé retrouve ses amis, Yvette venue du Burundi, Keltoum de la Mauritanie et Kassim de Madagascar pour un entretien avec le recteur de l'université. Pour la plupart des étudiants africains à l'USTHB, la formation académique en Algérie est le sésame pour un avenir prometteur. Beaucoup espèrent utiliser les compétences acquises pour contribuer au développement de leur pays d'origine. La suite, bien sûr, si j'ai l'opportunité encore de profiter de l'expérience avec la société algérienne, je peux continuer encore l'expérience ici après l'obtention de mon doctorat. Mais après, je dois retourner au pays de servir aussi mon pays. Moi, j'ai choisi l'Algérie parce que l'Algérie me plaît. Donc c'est pour ça que je suis là. Pour poursuivre mes études, je vais découvrir beaucoup de choses ici en Algérie. Je suis titulaire d'un master en biotechnologie dans mon pays, en Mauritanie. Aujourd'hui, j'ai choisi l'Algérie pour mon doctorat, ici, à l'USTHB. C'est l'une des meilleures dans le continent.
L'Algérie demeure une destination de choix en matière de formation supérieure. Les étudiants africains sont attirés par la qualité de l'enseignement et les opportunités de spécialisation qu'offre entre autres l'USTHB. Nous avons formé depuis donc, la création de l'USTHB pratiquement 1000 diplômés en graduation, c'est-à-dire quand je dis graduation, donc tout ce qui est licence, master, ingénieur, DES, donc même les anciens diplômes. Et puis 250 étudiants quand même en post-graduation, c'est-à-dire en magistère et en doctorat. Et c'est quand même assez conséquent, le 250, parce que c'est quand même des étudiants qui ont travaillé dans les laboratoires algériens, donc qui ont donc participé à des projets de recherche au niveau de l'université. En fait, c'est une participation à l'effort du développement de notre continent. Nous avons plus de 25 nationalités qui sont chez nous. Il y a des bourses d'études qui sont offertes donc par l'Algérie aux pays avec lesquels nous avons donc des relations. Chaque année, plus de 2000 bourses d'études et 500 bourses de formation sont octroyées à ces frères africains. Et voilà, donc c'était la réception ou donc les opportunités que l'université algérienne offre aux étudiants étrangers. Et c'est Raouf Hamouche qui s'est intéressé donc à ce reportage. Nous allons toujours rester dans le monde des universités, dans le monde donc des étudiants. Je vous le disais ce matin, cela fait quand même quelques années que l'université algérienne s'ouvre donc à la société, s'ouvre aussi au monde du business, au monde de l'entrepreneuriat, aussi au monde des entreprises, puisque le 5 décembre prochain, HEC va organiser sa 15e édition donc, du Salon de l'emploi ou du Forum de recrutement. Nous en parlons ce matin en compagnie donc, de Dr Rania Adaï. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui sur le plateau de Bonjour Algérie. Marhaba bik, donc Dr Rania Adaï, vous êtes enseignante au niveau de HEC. Oui, c'est ça. Voilà, et vous êtes à votre 15e édition, on le disait tout à l'heure, c'est une véritable tradition finalement qui s'est ancrée au niveau de HEC, n'est-ce pas? Effectivement madame, alors le HEC, l'école des hautes études commerciales, revient cette année avec la 15e édition de Gentech, la journée entreprise HEC, qui revient chaque année pour offrir aux entreprises et aux étudiants une opportunité d'échange et de rencontre dans le but de recruter des talents pour leur entreprise. Effectivement, alors c'est une opportunité, on a envie de dire gagnant-gagnant, puisque l'entreprise va pouvoir, surtout les chasseurs de tête, hein, comme on dit, va pouvoir dénicher les étudiants. Les étudiants, on le dit, ils ne cessent de nous impressionner. Et aussi, donc les étudiants qui sont, au moins, ils vont assurer, finalement, une fois qu'ils auront terminé leurs études, un pied à terre, on va dire. Exactement, de rencontrer directement les chasseurs de tête et les grandes entreprises pour choisir leur carrière et de commencer à travers des stages ou bien directement par un recrutement. Et ça devient maintenant une tradition de notre école et je profite à l'occasion pour présenter notre école qui est l'ex-INC, l'Institut national de commerce fondé depuis maintenant 1970 et qui avait depuis sa création cette ouverture au monde professionnel et cela à travers son centre de gestion de carrière qui existait depuis sa fondation et qui visait le suivi des étudiants qui sont formés au sein de cette école, non seulement à travers une formation de qualité dans les sciences commerciales et de gestion, mais aussi à travers l'encouragement et l'insertion de nos étudiants au sein des entreprises. Et comme je disais, il y avait toujours ce centre de gestion de carrière au sein de l'entreprise qui maintenant s'est transformé carrément en bureau de liaison entreprise université de l'école qui va gérer non seulement maintenant l'insertion professionnelle des étudiants mais aussi l'ouverture au monde socio-économique. Donc nous allons travailler maintenant non seulement sur l'insertion de nos étudiants mais aussi dans la coopération carrément avec les entreprises dans le cadre de projets, de création de projets, de start-up et de l'innovation. Tout en gérant cette coopération entreprise-université.
et nous travaillons à travers ce nouveau bureau de liaison pour concrétiser cette coopération. Effectivement, alors aujourd'hui, effectivement, au niveau des universités, on parle beaucoup de ce projet, on va dire, étudiant-entrepreneur, n'est-ce pas? Donc même à votre niveau, j'imagine qu'il y a aussi l'incubateur que vous avez ouvert, donc qui peut accompagner encore une fois les étudiants dans la concrétisation de leur idée, on va dire. Exactement, c'est ça. Donc, nous nous sommes restés toujours fidèles à notre tradition d'organisation de ce Gentech, la journée entreprise HEC. Et cette fois, nous avons pensé aussi à organiser pendant le salon une session en parallèle qui va justement tenir une rencontre entre entreprises et nos étudiants qui ont des idées d'entrepreneuriat pour justement les encourager à travailler ensemble sur cette nouvelle option de coopération qui est l'Open Innovation, l'innovation ouverte, qui va encourager les entreprises de coopérer carrément avec nos étudiants pour les accompagner, pour créer leurs propres projets. Effectivement, surtout que les entreprises viennent avec de réels besoins sur terrain, ils expriment de réels besoins et beaucoup de réponses, on les trouve chez les étudiants, effectivement. Alors maintenant, il n'y a pas seulement le besoin de talent pour travailler au sein des entreprises, mais les entreprises ont maintenant le besoin d'idées innovantes. De problématiques. Exactement, d'idées innovantes de nos jeunes étudiants. Et maintenant, c'est une véritable opportunité de nos étudiants de s'initier dans le monde professionnel, non seulement à travers le recrutement, mais aussi à travers carrément la création de leur propre projet. Donc c'est ça l'objectif principal de Gentech. C'est de relier, de faciliter l'échange entre nos étudiants, nos talents et le monde professionnel. Effectivement, et donc vous comptez recevoir combien d'entreprises pour cette fois-ci? Donc pour le moment, on a plus de 50 entreprises qui vont, dans divers secteurs d'activité. Donc cette édition est marquée par l'ouverture et la diversité, notamment dans les secteurs d'activité des entreprises qui vont participer à cette 15e édition de ce salon. Mais sinon, ce sont tous les étudiants de HEC qui sont concernés donc par cette journée, ou les étudiants de 3e, 4e année? Non. Alors, au sein de notre école, donc, les étudiants sont obligés de tenir 3 stages pendant les 3 dernières années de formation. Donc, c'est un stage obligatoire. Oui, donc, pratiquement tous les étudiants de notre école sont intéressés, sont obligés de faire le stage. Donc, ils vont être présents, Inch'Allah, durant ce salon pour décrocher des opportunités de stage pour les étudiants qui sont encore en 2e, 3e. Et nous, on a 3 masters, au fait, master 1, 2 et 3. Ah d'accord, c'est 3 masters. 2 ans d'années préparatoires au sein de l'école. Ça, c'est au master ou en licence? Au sein de l'école. Donc, on a 2 ans de préparatoire. D'accord. Et ensuite, 3 ans de master. Donc, pendant les 3 ans de master, ils sont tenus de faire un stage au sein d'entreprise. Donc, pratiquement tous les étudiants sont tenus d'effectuer ces stages. Donc, ils seront présents durant ce stage pour décrocher des opportunités de stage. Et pour nos diplômés, nos fraîchement diplômés, ils seront au rendez-vous pour décrocher des opportunités d'emploi. Alors, généralement, quand il y a ces rencontres entre les entreprises et les étudiants, pour la plupart d'entre eux, c'est leur première expérience, c'est la première fois qu'ils vont faire des entretiens, c'est la première fois qu'ils vont faire des entretiens d'embauche ou des entretiens pour décrocher des stages. Et généralement, les étudiants expriment cette appréhension par rapport à ces entretiens. Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont organisés au niveau de votre école pour les préparer justement à tenir un entretien d'embauche ou préparer un CV probablement ou...
Oui, justement. Alors, on a pensé cette fois à nos étudiants pour le préparer au jour J. Donc, on a prévu 2 ateliers de formation en insertion professionnelle donc, par nos partenaires qui se sont proposés pour aider nos étudiants et les orienter vers tout ce qui est rédaction de CV, de lettres de motivation et même la tenue d'entretien durant le salon de l'emploi. Donc, ils seront programmés avant le jour J. Donc, nous invitons tout le monde, tous les étudiants qui sont intéressés par ce salon de s'inscrire. Donc, on vient de lancer l'inscription à ces ateliers d'insertion professionnelle. Très bien. Donc, ils sont gâtés, j'ai envie de dire, les étudiants. Ils sont bien accompagnés donc, pour le jour J. Donc, rendez-vous pris pour le 5 décembre, jeudi 5 décembre. Le jeudi 5 décembre, j'invite, je profite pour inviter toutes les entreprises qui sont intéressées pour nous rejoindre, de nous contacter via nos réseaux sociaux et nous écrire directement pour pouvoir participer à ce salon. Et surtout organiser l'événement, effectivement. Exactement. Et j'invite aussi les étudiants de venir, de ramener leur CV et surtout leur motivation et de nous joindre. Et leur mental d'acier afin de faire face à l'entretien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Je vous remercie. Je remercie Canal Algérie pour cette invitation et cette opportunité de parler de notre événement Jantak. Marhaba bik. Donc je rappelle, vous êtes Dr Rania Dahi, et vous êtes donc enseignante au niveau de HEC. Merci encore une fois d'être parmi nous et rendez-vous donc pris pour le jeudi 5 décembre, Inch'Allah, et c'est toute la journée. Donc qu'on pourra avoir toutes ces opportunités. Merci encore à vous. On continue cette fois-ci, c'est une balade à travers de très très belles images de la ville d'Alger qu'on vous propose et on se retrouvera juste après. De retour sur le plateau et cette fois-ci nous allons ouvrir une autre page santé. Je vous le disais ce matin, rappelez-vous, il y a quelques temps de cela, nous avons reçu un professeur qui nous a parlé d'un congrès, très très important qui s'est déroulé à Djennet pour la sensibilisation, pour l'information, pour l'éducation sanitaire. Nous revenons donc sur tout ce qui s'est passé durant ce congrès, les recommandations particulièrement en compagnie donc de la secrétaire générale de la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique, professeur Sabrina Amrit. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Nour Houda, merci pour l'invitation. Je me présente, je suis docteur Amrit Sabrina, spécialiste en épidémiologie, médecine préventive. Je suis enseignante à la faculté de médecine et je représente la secrétaire générale de la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique. Marhaba bik. Alors, vous avez organisé donc le premier congrès national du Grand Sud, le premier du genre, n'est-ce pas? Oui. Déjà. Je voulais aussi parler de la première société algérienne qui a été créée récemment. C'est la Société algérienne d'épidémiologie qui n'existait pas auparavant. Oui. C'est la première dans le domaine de l'épidémiologie qui a justement plusieurs objectifs.
tels que l'organisation des congrès, soit nationaux, soit internationaux. Elle a aussi pour développer la formation médicale continue pour le personnel médical ou paramédical, aussi pour justement participer à la réalisation de programmes de santé, tels que à cette occasion, on a essayé de participer au programme de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, sur le programme de santé Grand Sud et au plateau. Effectivement. Et justement, le congrès que vous avez organisé, il est d'une importance capitale, parce qu'on sait qu'au niveau du Sud, il y a beaucoup de maladies. Parfois, ce sont des maladies un peu différentes du Nord, vu le climat, vu le mode de vie. Et là, c'est une population à laquelle vous vous êtes intéressé. Et ça a été tout un programme. Donc, en plus, on va en parler, donc, en plus des rencontres académiques, scientifiques et médicales, il y a eu quand même des sorties sur terrain auprès de la population, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu de ce volet d'abord. Justement, c'était une semaine bloquée. C'était du 17 au 21 novembre. Oui. Donc les 3 premiers jours étaient dédiés aux consultations sur place, aux opérations. Étaient bien sûr en collaboration. Je remercie l'équipe de CHU Pimsous. Oui. Donc c'était dans le cadre de leur jumelage. On a collaboré pour justement donner des soins sur place à la population de Janet. Après ces 3 jours, ça a été donc le congrès. Le 20 et le 21 novembre 2024, sous thématique donc les stratégies des maladies chroniques. On a touché plusieurs volets, on a fait plusieurs conférences. C'était donc des thématiques sur les maladies. Juste si vous permettez, avant de parler donc de ce volet médical, revenons au volet où vous avez eu justement ce contact avec les citoyens. Donc quelles sont les pathologies qui reviennent le plus, qui étaient les plus imposantes ou probablement les moins prises en charge? Enfin, c'est pratiquement la même chose comme le Nord. Donc, c'est les maladies chroniques pour les sujets surtout âgés. On a aussi les maladies transmissibles. On a aussi fait des visites sur terrain, état des lieux par rapport aux centres de vaccination qui existent, par rapport à la prise en charge. On a essayé de faire des rapports sur terrain, mais il n'y a pas vraiment une grande différence, à part que la population, elle est un petit peu différente par rapport à l'acceptation surtout les nomades. Par exemple, à la vaccination, ce n'est pas tout le monde qui est vacciné. Donc, il y a une petite différence. Voilà, donc le fait qu'on n'est pas assez sensibilisé par rapport à la vaccination, donc ça peut amplifier finalement certaines... Non, les efforts, ils sont là dans le HODA par rapport à la sensibilisation, mais il y a une résistance par rapport à peut-être dû aux mentalités. Vraiment, on est très quand même... mode de vie de cette région-là ou du Grand Sud. Il faut savoir que Janet, c'était une région qu'on a choisie, mais le congrès a drainé plusieurs wilayas, tels que Taman Rasset, Ain Salah, Bardbaji Mokhtar. Donc ici, c'est déplacé pour ce congrès-là. On a choisi Janet, c'était pas au hasard, parce que l'équipe a déjà eu des expériences par rapport à cette région-là. Et si on voit Janet, elle est au milieu du Maghreb, donc au milieu du Sahara, du Grand Sahara, donc c'est un choix aussi, c'est une région stratégique. C'était un choix à la base stratégique, effectivement. Donc revenons au volet médical. Donc là, le volet médical, donc il y a eu quand même rencontre, il y a eu échange entre plusieurs spécialistes de la question, des questions épidémiologiques d'une manière générale. Donc quels ont été les grands volets que vous avez abordés durant ce congrès? Il y a aussi à noter que le congrès a été sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Seyhi, Monsieur le Wali de la wilaya de Janet, Monsieur Moumen, et Monsieur le directeur de la santé de la population de la wilaya de Janet, Monsieur Krilaj, que je remercie pour la facilitation sur terrain. Les grandes conférences, c'était surtout les maladies du Grand Sud, telles que le paludisme, la diphtérie, les épidémies. On a aussi abordé les maladies chroniques, les maladies métaboliques, aussi le volet oncologie, tout ce qui est dépistage. Et, on a fait le tour de la question par rapport à toutes les pathologies existantes. Là, on est en train de voir quelques photos que vous nous avez ramenées. Probablement, vous allez nous les commenter. Voilà, ça c'était l'hôtel, le Tadarat. On a hébergé donc le groupe des médecins. Donc, où il y avait plus de 200 participants au congrès, quand même. Plus de 40 enseignants-chercheurs. On a descendu plus de 40 de toutes spécialités confondues. On a aussi environ 23 chefs de service. Donc il y avait un bon monde. Voilà.
Voilà, donc ça c'était pour la participation. Et bien entendu, le congrès, quand on parle comme ça de plusieurs réflexions, de regards croisés, de plusieurs études, on en sort forcément avec des recommandations, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est l'objectif. Alors, avant de parler des recommandations, nous avons une autre photo ici, peut-être que vous pourriez nous la commenter. Donc il y a le Wali, Monsieur Moumen au milieu, où il y a le président de la société au costume, c'est professeur Nebab Abdelkader, qui est le président de la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique. Il y a aussi les collègues, il y a aussi Monsieur le directeur de la santé de la population, Monsieur Khila. J'étais au moment du congrès justement, le siège était dans la wilaya, ils ont donné donc voilà, ici c'était mon atelier sur la recherche bibliographique. On a présenté, on a fait des ateliers de formation pour les enseignants-chercheurs. C'était un groupe de professeurs qui étaient présents. Voilà. Ah, donc ça c'était pour la recherche bibliographique, c'était l'atelier donc vous avez animé, donc il y a eu plusieurs ateliers finalement, en plus des conférences que vous avez organisées. En parallèle, même des posters, les gens qui ont présenté, plus de 80 posters étaient présentés. Bien sûr, il y a des différents articles originaux qui étaient présentés au moment du congrès. Voilà, Nour El-Houda. Voilà. Alors, en revenant un peu aux recommandations, donc on va dire, les recommandations, c'est ce qu'on attend le plus donc des congrès, des séminaires, parce que c'est ce qui va un petit peu nous orienter par la suite, orienter un petit peu le plan d'action sur terrain. Si vous permettez, je vous lis donc à l'issue de ce congrès, on a élaboré plusieurs recommandations. Parmi eux, la première qui était vraiment développer le service d'épidémiologie de médecine préventive afin de tester, de lutter contre les maladies émergentes et les maladies réémergentes. Aussi, la mise en place d'un système de surveillance qui était actif pour faire une détection rapide et précoce des maladies. Le service, vous avez dit le service d'épidémiologie et de médecine préventive, voilà. Et un réseau. Voilà, le réseau, c'est un peu, ça rentre un petit peu dans la veille médicale. Dans la veille, tout à fait. La veille, c'est la surveillance continue de toutes les pathologies. En arrivant justement au la deuxième recommandation, c'était la numérisation et l'informatisation du dossier médical unique. Donc chacun doit avoir un dossier médical qui représente la personne elle-même, qui est donc unique, avec un code de pathologie qui porte donc sous le code de classification internationale des maladies. Donc chaque personne ou chaque pathologie elle a un code unique, universel. Donc si on parle E10 ou I10, c'est universel, c'est une pathologie qui est connue, c'est l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Le troisième point, c'était le respect des règlements sanitaires internationaux en créant ce qu'on appelle le centre de vaccination international et de concert aux voyageurs. Parce que si les personnes ils se déplacent du sud vers le nord à 2000 km, à 2500 km pour justement faire un vaccin pour se déplacer. Donc il vaut mieux avoir un centre sur place. À proximité. Au moins pour les régions, pour les wilayas sud, justement pour gagner quand même beaucoup de choses par rapport aux conseils, par rapport à la veille sanitaire. On a aussi mis aux recommandations le développement de ce qu'on appelle l'information, l'éducation et la communication. Bien sûr, pas toute seule, mais à l'aide des mouvements associatifs. Parce que, donc, les ONG, c'est vrai qu'elles font un travail quand même d'accompagnement aussi, de proximité. Chez les enfants aussi scolarisés, on fait la sensibilisation sur place. Aussi de développer le jumelage entre les CHU des wilayas du Nord et le Sud, parce qu'il y a quand même un manque dans quelques spécialités. Par exemple, ici, récemment, on a signé une convention de jumelage entre notre CHU, qui est le CHU Lamine de Berrine, le CHU Babloued, avec la wilaya de Janet. Donc c'est récent. Et aussi de développer la formation médicale continue de la population médicale ou paramédicale. Donc voilà les recommandations qui étaient issues à ce... Bien sûr, ce sont des recommandations qui seront par la suite présentées donc, aux services concernés afin de poursuivre finalement ce que les résultats par lesquels vous êtes arrivés et donc pour pouvoir les concrétiser surtout sur terrain. Surtout réaliser ce programme qui est le programme de santé de Grand Sud et Haut Plateau.
Voilà. Mais ça a été une expérience exceptionnelle, j'imagine. Oui, oui, c'était bien. Humaine, surtout. Voilà, il y avait beaucoup de travail. C'était convivial entre les collègues. Voilà. Voilà, alors premier congrès, on s'attend au deuxième. Inch'Allah. Voilà, le premier était national, le deuxième, ça sera Inch'Allah international. Inch'Allah. On a décidé de le faire Inch'Allah à la wilaya de Timimoun. Donc ça va être des congrès plutôt itinérants. Donc chaque fois, vous allez choisir une on va région faire quand même au cours de l'année des journées scientifiques aussi pour le congrès. On a choisi la wilaya de Gherdaya pour faire une journée scientifique là-bas. On va essayer de faire le tour de la question, Inch'Allah, et surtout faire profiter la population des 4 coins du pays de votre travail. En tout cas, on vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout ce que vous faites. Félicitations. Merci, et longue vie, Inch'Allah, à la société parce qu'elle est nouvellement créée. C'est un tout bébé, tout nouveau-né, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes professeur Sabrina Amrit et vous êtes donc secrétaire générale de la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et très belle continuation. Et cette fois-ci, nous allons revenir à l'art contemporain particulièrement. Je vous le disais, c'est la 8e édition donc, du Festival international de l'art contemporain. L'ouverture de ce festival, c'est Feria El-Cheikh qui s'y était intéressé dans ce reportage et on se retrouve juste après. C'est une occasion de célébrer la diversité artistique. Le Festival international d'art contemporain a ouvert ses portes, offrant ainsi une plateforme unique où l'art et la diversité culturelle se rencontrent, avec la Palestine comme invité d'honneur. Ce grand événement est considéré comme une étape majeure dans les efforts constants de l'Algérie pour soutenir les artistes et réaffirmer son engagement envers des causes nobles comme celle de la Palestine. 39 pays venus des 4 coins du globe participent à ce 8e festival d'art contemporain. Ils sont là pour la Palestine et ça c'est un message universel. On a programmé plusieurs activités artistiques. Cette manifestation culturelle donne l'occasion de découvrir le travail remarquable des exposants. Les œuvres présentées se distinguent par leur intensité, riche en couleurs et en symboles, captivant les regards, rappelant que l'art est universel. Je suis très heureux de participer pour la première fois à ce festival en Algérie. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des artistes exceptionnels et d'échanger avec eux. Je tiens à remercier l'Algérie pour tous les efforts déployés. Un magnifique tapis de prière venu tout droit du Koweït a suscité l'admiration des visiteurs. Alliant finesse et symbolisme, il raconte une histoire de foi, de culture et de savoir-faire ancestral. Je participe à ce festival avec ce tapis de prière. Pour moi, l'art est un moyen puissant de transmettre des idées et de donner notre avis sur le monde qui nous entoure. Cette rencontre, vraiment, elle est très intéressante par rapport au contact humain et entre artistes. Et on espère bien de la continuation de ce genre d'événements. Le temps d'une semaine, cette exposition offre un véritable espace de rencontre et d'inspiration pour les artistes du monde entier. Et voilà, donc de retour sur le plateau et c'était un gros plan, le reportage donc où Feria El-Cheikh revient sur l'ouverture donc de la 8e édition du Festival international de l'art contemporain. Nous en parlons en ce moment en compagnie donc de 2 artistes qui prennent part à cet événement, à savoir Elmaya. Bonjour. Bonjour. Alors Elmaya, je pensais que c'était votre prénom, mais finalement j'ai su que c'était votre nom d'artiste. Oui. Mais Elmaya, c'est très poétique. Alors c'est une note de musique.
Voilà, donc en fait, comme je suis de Constantine et j'avais demandé à mon père en fait pourquoi Maya, il m'a dit c'est une note de musique, donc voilà. D'accord, j'ai pas fait le rapport. J'ai pas fait le rapport, peut-être c'est parce que vous êtes toujours dans l'art mais dans un autre domaine de l'art. Je sais pas pourquoi je suis partie vers l'eau, vers le mar, vers. Ça appelle ça peut-être aussi. Peut-être, oui, effectivement. En tout cas, ravi de vous recevoir. Marhaba bik. Un autre artiste aussi parmi nous. Alors, Mehdi, bonjour. Bonjour. Alors c'est Bardi, le nom d'artiste. J'allais vous demander de me laisser encore me rappeler un petit peu. Alors Bardi, et Bardi ça vient d'où? En fait c'est mon neveu, à 5 ans il m'appelait Bardi, il m'appelait toujours Bardi, du coup j'ai décidé de le prendre en fait. Ça m'a plu, au lieu de dire Mehdi il me disait Bardi. Voilà, parce qu'il n'arrivait pas à bien prononcer, et ça faisait tout il mignon, le faisait exprès, il le faisait exprès. Après... Ça vous énervait? Non, pas du tout. J'ai trouvé ça très marrant en fait. C'est pour blaguer. Et à l'époque, mon style était vraiment pictural. Était dans la caricature un peu, tout ça. Voilà. Je faisais des personnages rigolos. Voilà quoi. Je l'ai pris. Voilà, donc finalement, on va de tout ce qui est poétique à tout ce qui est émotif, parce que là, ça revient un petit peu cette relation très particulière entre le tonton et le neveu, finalement. Ouais, et son regard, on va dire, pas naïf, mais le mot juste, c'est le bara'a, bari, ça veut dire... l'innocence. 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 Il s'appelle comment? Axel. Axel. Maintenant, il est devenu un homme, c'est pas. Ah, on lui fait quand même un petit coucou à Axel. Hein. Bonjour Axel. C'est grâce à lui quand même aujourd'hui que vous allez m'éviter de dire tout le nom et le prénom, n'est-ce pas? Il me demande de l'argent là, pour les droits. Ah bah, c'est de bonne guerre hein, finalement, c'est de bonne guerre. En tout cas, marhaba bikoum. Alors tous les deux, vous prenez part, vous participez donc à cette 8e édition. Alors ce qui est intéressant dans ce festival, on va dire, c'est un petit peu la rencontre avec d'autres artistes. Alors est-ce que ça vous porte à vous, autant qu'artiste justement, d'aller dans un événement, pour ne pas dire exposition, mais un événement comme ça aussi riche, déjà en personnalité, en style, en regard, parce que là on est vraiment dans le regard croisé. On commence par vous, Maya. Alors oui, moi ce que je trouve intéressant déjà en fait, c'est important en fait de montrer ce qui se fait ici, mais ce qui se fait ailleurs. Oui. Après, moi en tant qu'artiste, ce que j'aime en fait, c'est de partager, parce qu'on est une communauté, on partage en fait nos idées, notre rapport au travail et tout. Et le fait d'exposer ensemble, c'est une manière en fait de quelque part en fait de se confronter à un autre regard déjà, et puis de confronter en fait notre travail par rapport aux autres artistes qui viennent, enfin, d'autres univers et voilà, d'autres pays. Effectivement. Et pour vous? Je sais pas par où commencer. Hein. Déjà, on va dire un grand bonjour aussi au commissaire général, à M. Bournois, qui est un grand artiste aussi, et à toute son équipe. Et puis, c'est une édition vraiment attendue, parce que c'est un festival qui s'est coupé un peu. Il y a eu une petite coupure, une grande coupure. Déjà, vous savez, une ville aussi grande et aussi belle que Alger a ce genre de festivité, on va dire, ce genre d'événement est très important pour montrer Alger, que ce soit à l'international ou même chez nous. Et le brassage aussi de toutes ces nationalités, de tous les artistes invités, c'est très 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 important. Et sachant que Alger est un mythe, c'est un rêve. Déjà pour eux, c'est une chance d'être ici. Ils sont vraiment heureux et fiers. Et cette édition, cette année, elle a une spécificité où les artistes palestiniens sont vraiment les invités. On le voit d'ailleurs sur l'affiche, c'est vraiment en honneur à la Palestine. Voilà. Et c'est aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire d'Alger, enfin de tout le pays, dans le sens où ça a toujours été la Mecque des révolutions, voilà quoi. Et l'art aussi a toujours fait partie pour montrer la valeur de la vie, la valeur de la liberté, la valeur d'appartenir à sa terre avant toute chose. C'est une arme en soi. L'art, dans notre histoire, beaucoup d'artistes ont lutté d'ailleurs avec leur arme, effectivement. Parlons un petit peu maintenant de votre travail. Alors, donc vous versez dans quel courant?
particulièrement? Donc, je fais de la peinture, de la figuration. J'appellerais plus la semi-figuration, mais c'est du figuratif. Après, moi, je travaille beaucoup, en fait, de la remise en question autour de l'orientalisme, l'image orientaliste. D'accord. Et là, en fait, pour... Remise en question. Oui, de l'image orientaliste, parce que c'est une image coloniale proposée... Voilà, donc, et donc du coup, en fait, dans mon travail, je questionne un peu tout ça et je propose une nouvelle une nouvelle image, en fait, qui est plus propre à qui je suis, en fait, en tant que femme, en tant qu'Algérienne, qui a un héritage, en fait, une histoire, en fait, un pays qui a été colonisé, qui a gagné, en fait, sa libération, et voilà, donc dans ma peinture, c'est ce que je fais. Après, là, par exemple, ce que j'ai exposé, en fait, en particulier, là, je suis revenue vers un autre héritage qui est les timbres. Donc, le timbre postal. Et le timbre postal. Et vous êtes philatéliste? Alors, pas du tout. J'ai découvert donc le timbre. J'en connaissais quelques-uns quand j'étais petite, je les voyais. Il y a une personne particulière qui vous a fait découvrir? Pas du tout. En fait, c'est mon travail autour de l'orientalisme qui m'a ramené en fait vers. En fait, pourquoi je vous pose la question? Parce que vous m'avez dit que vous venez de Constantine et que c'est à Constantine où la première association dans l'histoire de l'Algérie a été créée. D'accord, je ne savais pas. C'était dans les années juste après l'indépendance, vraiment vers la fin des années 60. Ok, d'accord, passé maintenant. Merci. Et donc voilà, du coup, là, je travaille sur le timbre algérien. Et puis, comme je suis très férue et très intéressée par l'histoire de l'art, donc du coup, en fait, le timbre algérien m'intéresse par rapport à ça. Parce qu'en fait, tous les artistes ont créé en fait des timbres, entre autres ici Ham, Beya, Mesli, donc voilà. Et donc du coup, ça m'a aussi intéressée par rapport à ça. Et la peinture que je propose, donc en fait, c'est une composition qui vient en fait de ce que je viens d'expliquer par rapport à ces... Une inspiration, une influence. Voilà, exactement. Voilà. Mais sinon, votre travail, c'est très coloré aussi. Oui. C'est beaucoup de couleurs. Alors, quand on parle de beaucoup de couleurs, on parle aussi de beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Alors pour moi déjà la couleur en fait c'est la vie. En fait ce que je cherchais à transmettre par ma peinture en fait c'est une bouffée d'énergie. C'est aussi moi, c'est comme vous me voyez là avec mes cheveux et tout. C'est aussi très belle, très joyeuse, très jolie. Donc, voilà. Merci. Et donc voilà ce que je voulais transmettre en fait à travers ma peinture. C'est pour ça que c'est aussi c'est presque sculptural en fait comme approche et la couleur est très importante. Voilà pour moi. Alors Bardi, je reviens à vous. Alors du figuratif, on reste dans figuratif, on va ailleurs. On reste dans figuratif, très bien. Alors dans figuratif, alors là, c'est toute une remise en cause parce que finalement, l'art orientaliste a effectivement donné pendant plus d'un siècle d'ailleurs, une image particulière effectivement à la femme algérienne. Et nous avons Maya qui vient tout remettre en cause. Alors on est dans une remise en cause, on est dans une autre réflexion, dans un autre regard. C'est ce qui est magnifique dans l'art, hein. On a toujours cette diversité, ce regard croisé. Moi, j'ai toujours été dans le nuage. Et après, mon travail il s'inscrit vraiment dans notre héritage culturel et même qui remonte jusqu'à... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un peuple paléo-berbère. C'est-à-dire, et l'Algérie, qui est un pays continent, ancré dans l'Afrique, où il s'est ouvert sur la Méditerranée. Et on a aussi toutes les versants qui vont des îles Canaries jusqu'en Égypte. Hein. C'est toute cette histoire, on va dire que j'essaye de synthétiser, de mettre en avant, mais avec beaucoup de couleurs. Et avec, en fait, ça part dans tous les sens. Je suis dans les nuages, c'est dans ce sens en fait. C'est le meilleur endroit, hein, paraît-il, les nuages. Ça nous donne quand même un regard, n'est-ce pas, déjà du ciel. Effectivement, pour voir cette immensité qui nous appartient au final. Hein. Et après, notre histoire, elle est déjà tissée dans le tapis, elle est dans la poterie, elle est dans les gravures rupestres du Tassili. Et puis la Méditerranée, il ne faut pas oublier que c'est le rond-point de toutes les civilisations, hein. C'est tout ça en fait. Du coup, c'est pour ça que mon travail est axé un peu sur une dimension mythologique, notre mythologie à nous, la mythologie grecque, en fait c'est tout ça en même temps.
c'est les contes de ma grand-mère quand j'étais gosse qu'elle m'a raconté. Enfin, c'est tout ça. Enfin, et ça bouillonne un peu dans la tête. C'est pour ça que je suis monté vers le ciel pour essayer de m'aérer. J'essaie de me retrouver quelque part. Hein. On essaie de se retrouver quelque part. Mais ça reste toujours dans l'imaginaire. Ça reste toujours. C'est parce que quand on parle de mythologie, donc c'est très imaginaire la mythologie. C'est un voyage dans l'imaginaire, un voyage dans le temps. Ça m'a été transmis par voilà, ma mère, mes grands-mères, enfin, c'est par la femme algérienne, c'est la gardienne de la mémoire. Oui, mais mes premières images sont à travers les contes que ma grand-mère me racontait. Mon arrière-grand-mère, parce que j'ai eu la chance aussi de connaître mon arrière-grand-mère maternelle, c'est ça en fait. C'est immense. C'est juste immense. Et toute notre histoire, elle est déjà dans le conte. C'est ça en fait. Parce que on reste quand même une jeune nation. Hein, et l'histoire de l'art algérien aussi, de la peinture, elle est encore jeune, mais en l'espace d'une décennie, on a su se positionner et dire au monde entier, regardez, nous sommes là, on existe. Voilà, je suis un peu dans cette dimension. J'ai un peu le feu, c'est normal. C'est normal, comme tout Algérien d'ailleurs, on le voit et on le voit aussi à travers les tableaux, j'imagine. Voilà, j'explique un peu, c'est la dimension où je travaille. Et après, avec des images un peu qui sortent vraiment de l'imaginaire. Tout est mental, tout est... C'est du figuratif, mais qui ne nous ressemble pas forcément. Voilà, on va dire ça. C'est réinventer notre image, comment, c'est ça, comment se placer à l'universel tout en restant chez soi. C'est ça en fait ce qui est beau aussi dans la chose. Voilà, et l'art sert à ça en fait. C'est comment transmettre notre histoire et même aux générations suivantes. Voilà, toujours dans la transmission. Voilà, alors comme on dit, l'art d'une manière générale, c'est un langage international que tout le monde comprend. C'est vraiment le seul langage où on n'a pas besoin d'interprète, on n'a pas besoin de traducteur. Alors, on va vous retrouver au niveau du Palais de la Culture jusqu'au 7 décembre. Oui, c'est ça. C'est ça, donc jusqu'au 7 décembre, vous serez au Palais de la Culture. Donc, on invite tous ceux qui nous regardent d'aller faire un tour. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation. Restez dans les nuages, on n'est pas besoin de descendre. Il fait très beau là-bas. Restez avec toutes vos couleurs, n'est-ce pas? C'est magnifique la couleur. La vie est faite de couleurs. La Méditerranée, l'Algérie est faite de couleurs. C'est ça, exactement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Maya. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Bardi aussi, ça a été un plaisir d'avoir parmi nous. Un grand bonjour à Axel, même s'il s'est négocié aujourd'hui. Merci donc à vous deux et on continue. Cette fois-ci, c'est un autre artiste qu'on va voir, mais c'est un artiste vraiment dans un domaine particulier puisqu'il a été le premier à bâtir l'Algérie moderne. Donc quand on dit le bâtisseur de l'Algérie moderne, on parle de l'Amir Abdelkader, lui qui était un véritable artiste guerrier. Les stratégies à elles seules, aujourd'hui, on les étudie d'ailleurs dans plusieurs universités. Alors le parcours de l'Amir Abdelkader, c'est Raouf Hamouche qui s'y intéresse dans ce reportage et on se retrouve juste après. Coïncidant avec le 27 novembre de chaque année, la célébration de l'anniversaire de la première allégeance au chef de la résistance populaire contre l'occupant français est une opportunité de plus pour la wilaya de Mascara de revisiter et d'ancrer la portée de l'acte d'allégeance à l'émir, père fondateur de l'État algérien moderne. L'allégeance à l'émir Abdelkader représentait l'un des plus importants événements de l'histoire de l'Algérie, car elle a consacré le principe de démocratie dans le choix des dirigeants, d'autant plus que l'émir Abdelkader n'a pas été désigné, mais élu à l'unanimité lors de la Moubaïa par des oulamas et des notables en vue de mener la résistance pour libérer le pays du joug colonial français, où il a formé une armée populaire constituée de toutes les franges de la société. L'émir Abdelkader s'est attelé à frapper une nouvelle monnaie propre aux Algériens. C'était une manière de boycotter le colonisateur et par conséquent proclamer la naissance de l'État algérien. C'est ici où tout a commencé, sous cet arbre mythique à Dardara, dans la plaine d'Orghis. À Mascara, l'émir Abdelkader fut proclamé chef de la résistance algérienne par plusieurs tribus de l'Ouest. Cette commémoration organisée sous l'arbre historique Dardara, symbole de la première allégeance, se veut comme une passerelle entre les générations et une preuve de l'engagement de l'État à préserver l'héritage de l'émir. En effet, il est aujourd'hui primordial de rappeler à la jeune génération les dimensions humanitaires et civilisationnelles de l'émir Abdelkader Ben Mahieddine, une personnalité historique qui reste un modèle à suivre pour l'édification et le progrès de l'Algérie.
Et voilà, c'était donc le parcours de l'Amir Abdelkader Siraouf Hamouche qui s'est intéressé dans ce reportage. Et comme chaque vendredi, c'est un petit voyage qu'on vous propose à travers les origines des prénoms en compagnie de Siham. Siham, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Siham? Oui, ça va. Ça se passe bien? Écoutez, oui, alhamdoulilah, ça va. Ouais. Alors matinal aujourd'hui. Oui. Un vendredi? Ah ouais, ça va. Dara, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous aujourd'hui? Il y a moi, justement. Alors, moi, je ne suis pas dans la liste, hein, ne me comptez pas. Hein. Alors, les prénoms? Dara. Alors, j'ai pris un prénom, j'ai choisi un prénom masculin et un autre féminin. D'accord. Alors, ça va jouer entre Keltoum et Antar. Là, c'est très poétique par contre. Hein. Là, ça nous fait rappeler, des époques de l'histoire quand même assez lointaines. C'est vous qui le dites. Oui, quand vous dites Antar, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Antar Ben Shaddad, mine de rien. Voilà. Samira, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Samira nous rejoint et cette fois-ci, ça va être un voyage dans le temps patrimoine. Patrimoine. Alors, oui, de la préhistoire à l'histoire, à l'occasion de la sortie de ce livre, c'est un ouvrage collectif de plusieurs chercheurs, des chercheurs algériens et des chercheurs étrangers. Ça ressemble un peu à l'Ibika. Donc l'Ibika, ce qui est édité par le CNRPH, mais ce n'est pas l'Ibika. Ce sont des publications, des articles scientifiques, mais des articles très intéressants qui peuvent ouvrir des voies pour le tourisme, puisqu'il y a du patrimoine. Il est question de patrimoine dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire broderie, musique, préhistoire. Donc c'est vraiment varié. Oui. Mais c'est fait par des chercheurs de renom. Voilà. C'est sérieux, mais ça ouvre des voies sur le tourisme. Et ça parle de culture algérienne. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe, de la Méditerranée. Bon, je commence alors ma chronique. Oui, on t'écoute. D'accord, ok, pas de jingle aujourd'hui, je peux avoir mes notes. Excuse-moi. Juste pour rappeler un chiffre. Je te remets tes notes. Juste pour rappeler tes notes en attendant que je... musique, un jingle, vous êtes tous les lieux, maman. Quel jingle? C'est pas moi, on m'a pas dit, j'annonce pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais juste donner un barajo les notes. Voilà, juste pour rappeler, l'Algérie, plus grand pays d'Afrique, du monde arabe, de la Méditerranée. Alors, très riche patrimoine. On va quand même demander à nos amis Radia et Akrimo de nous mettre une musique de fond, parce qu'aujourd'hui, c'est un très très beau voyage qui se promet en votre compagnie toutes les deux. Bon, peut-être pour Allez, Radia et on va voir de la Akrimo, musique. peut-être aussi on peut avoir de la musique en sourdine qui va nous accompagner. C'est quand même sérieux, je donne des chiffres et tout. Voilà. Alors, juste pour rappeler, ce chiffre, je l'ai obtenu dans ce livre. L'Algérie a, à mon avis, beaucoup plus, mais 15 200 sites qui ont été trouvés. Il y a un inventaire qui a été fait sur une surface de 2,4 millions de kilomètres carrés. C'est pas peu de choses, pour te dire. Beaucoup de sites algériens sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a sur tout le territoire national. Il y a des choses qui ont été découvertes, la plupart ont été découvertes à partir du 19e siècle. Elles ont existé bien sûr avant. Donc ce livre, c'est quoi? C'est plusieurs articles qui ont été abordés, par exemple par Farida Bakouri. Elle est revenue sur la tente sous les étoiles, le monde en cuir des Touaregs. On sait que les Touaregs utilisent du cuir pour s'habiller, pour accessoires, bijoux, pour se défendre aussi, puisque les armes sont faites avec du cuir aussi. On sait que Linda Rilly, elle, est revenue sur... Alors, ça, on peut le voir, on peut le constater, notamment pour les gens qui sont à Alger. Elle est revenue sur le butin de guerre laissé par la colonisation, dans l'Alger moderne, c'est-à-dire les mosaïques qu'on retrouve dans les immeubles. Il y en a qui sont très jolis, il y en a qui sont aussi réalisés par des artistes très connus, notamment celle de Tossu. Il y a la girafe au numéro 64. Je vais donner les adresses, comme ça les gens vont pouvoir, si les portes sont ouvertes, les portes des immeubles sont ouvertes, on peut voir une girafe. Elle est très jolie, moi je la vois souvent. C'est au niveau de la Grande Poste, c'est au numéro 64 de la rue L'Arbi Ben Mehdi. C'est juste après le fleuriste d'Alger. Il y a un très bel immeuble qui est très ancien, avec une très belle... On doit rentrer dans l'immeuble ou c'est pas dans les halls. Voilà, c'est dans les halls. Voilà, il y a le Cerbère à la rue Ali Boumendjel.
Saïd Bahrou. Il y a le dragon, c'est chose rare, entre le boulevard Ben Boulhaïd et la rue l'Arbi Ben Mehdi. Alors ces mosaïques ont plusieurs thématiques, bien sûr, comme on vient de le voir. Donc c'est des thématiques animalières, florales, il y a même du cultuel. Voilà, elle raconte une histoire urbaine, une histoire d'architecture aussi. Elle raconte aussi un sens aigu pour le raffinement. Mais seulement ce livre, c'est pas que ça. Il y a énormément de thématiques. On revient sur, alors notamment, la découverte, c'est Najib Farhat, donc c'est un universitaire, un chercheur très connu. Il a fait une très belle découverte il y a plusieurs années. Et cette découverte, c'est un site qui date de 7000 ans d'histoire. Et c'est une nécropole néolithique. Oui. On est dans le Tassili des Nadjer. Voilà, c'est le Sahara central. Et alors ce site, comme tous les sites archéologiques mentionnés dans ce livre, sont mis en valeur, sont mis en lumière. L'idée pour ces chercheurs universitaires, c'est de les protéger, de les conserver, d'intervenir aussi. C'est comme des lanceurs, on va dire, d'alerte. Oui. Aussi, c'est pas leur rôle, mais eux, ils le font. C'est un peu le rôle à tous. Hein. C'est un rôle citoyen, la vérité. Hein. Voilà, c'est sur ça. Donc Najib Farhat, par exemple, c'est sur le culte du bœuf dans le Sahara central. C'est incroyable. Mais il y a quelques années, les habitants, les Algériens de cette époque-là, peut-être faisaient des rituels avec vénérer le bœuf. Il y avait des rituels que lui compare par exemple au rituel de la Zerda, de Baba Salem, tout ce qui se faisait. C'est des traditions préhistoriques, mais elles ont continué. Baba Salem, c'est jusqu'à aujourd'hui, on les voit dans les rues d'Alger, de la Casbah. Voilà. Nassera Ben Siddiq participe à cet ouvrage. C'est d'ailleurs elle, l'archéologue, hein. D'ailleurs elle qui fait l'introduction. Elle rappelle les dates historiques par rapport à la signature des conventions pour la protection du patrimoine algérien depuis les premières années de l'indépendance de l'Algérie. Elle rappelle la notion d'archéologie. Elle dit qu'il y a des voies très intéressantes pour le tourisme, tout en préservant, et c'est une importance capitale, le patrimoine algérien à travers le territoire national. Donc c'est un livre fait par des chercheurs, pour peut-être des universitaires, des étudiants, mais que tout le monde peut lire et trouver des petits points de repère pour ouvrir des voies pour le tourisme. Donc voilà. Je parle du tourisme culturel. Voilà, donc c'est une très belle initiative, effectivement, parce que ça nous permet quand même d'avoir ce regard croisé, d'avoir aussi plusieurs facettes de notre patrimoine. Les trésors du patrimoine. Qui sont quand même mis en valeur par ces chercheurs. Alors là, tu as choisi pour nous une page du livre avec un demi-siècle de conservation du patrimoine rupestre c'est sur des siècles dans la Tassili Nadjer. Voilà. Il y a le rituel du bœuf, on en a parlé. Ça parle du tambour. C'est un livre qu'on peut retrouver en librairie. Je l'ai acheté, bien sûr. C'est paru chez Kalima El Kalima. Moi, j'aime bien les livres du patrimoine. Ça concerne. Voilà. Mais sinon, ça nous donne la localisation des. Comment? Je disais, les livres de patrimoine nous permettent de répondre à plusieurs questionnements liés à notre identité, à notre histoire. De très belles découvertes, même pour, je veux dire, les gens qui ne sont pas dans le domaine ou là, mais qui veulent aller à la découverte du patrimoine algérien. Vous avez des repères, vous avez des lieux à visiter, vous avez du patrimoine, puisqu'il y a une rubrique qui est consacrée aux broderies, enfin tout ce qui est couture. Oui. Au musée des Antiquités, c'est très joli, c'est très beau à voir. Donc c'est abordé. La musique andalouse, qui est une musique andalouse, arabo-andalouse, mais classique algérienne aussi. Hein. Ah justement, Samira, tu parlais de découverte. Cette fois-ci, nous allons aller toujours dans le patrimoine. Hein. Cette fois-ci, ça va être un patrimoine immatériel, n'est-ce pas? Justement, j'allais dire, est-ce qu'il y avait du patrimoine immatériel à l'intérieur? Moi, j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup sur le matériel et un petit peu moins sur le patrimoine immatériel. Voilà. Donc, il y a des comptes. Est-ce qu'il y a des comptes à l'intérieur? Il n'y a pas de compte. Non, on devrait lancer un appel. Parce que franchement, non, la question du patrimoine immatériel et matériel est à l'intérieur. C'est impossible dans un seul livre de revenir sur tout le patrimoine algérien. On peut pas. Mais je suis en train de dire que le patrimoine matériel a sa part de lion. Bien sûr. Mais bon, l'immatériel reste quand même beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et encore très fragile. Bon, alors Keltoum et Antara.
Donc vous avez parlé de poésie par rapport au personnage. Par rapport au personnage. Alors quand on dit Antar Bouchaddad, on parle d'un grand poète de l'époque pré-islamique et bien sûr c'est un poète qui a une mu'allaqa, c'est-à-dire donc voilà. Voilà. Ça va, qu'est-ce que tu fais? Ça va, ça va. Donc du coup, au fait, c'est le Mu'allaqat Saba qui m'ont beaucoup appris tout ce qui concerne la langue arabe finalement. Oui, on avait une enseignante d'arabe qui nous disait si vous avez envie de maîtriser correctement la langue arabe, je vous conseille le Mu'allaqat Saba. Tout à fait, parce que en fait c'est un arabe pur, très classique et très ancien aussi. Donc il n'y a pas de mots qui viennent à droite ou à gauche. Oui. Donc je disais que quand on parle de Antar Bouchaddad, on parle bien sûr de cet héros, de ce poète fragile et viril en même temps. Oui. C'est quelqu'un qui est là, qui est courageux, qui a fait une guerre pour sa tribu et pour sa bien-aimée. Mais en fait, est-ce qu'on sait ce que c'est que Antara? Parce que Antara ne s'écrit pas avec ta en arabe. Donc, Antar, Bata, et puis une ta marbota à la fin. Donc, non, c'est pas moi qui le dis. Alors, Antara, en fait, c'est une petite mouche bleue. Mouche bleue? Oui, c'est la petite mouche bleue. D'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des prénoms qui, bien sûr, c'était des prénoms pour protéger l'enfant du mauvais œil. Donc, c'était des prénoms de superstition. Et dans l'ancienne Arabie, on avait beaucoup de ce genre de prénoms de superstition. D'ailleurs, on ne donnait aux enfants que des prénoms superstitieux comme ça, ou des prénoms graves, très rigides, très forts, comme Sakhar, ou Assad, ou Hamza, ou Dirham, ou Radanfar, etc. Donc tout ça, c'est des prénoms qui faisaient peur. Pourquoi? Parce qu'on devait faire, c'était une région instable. Il y avait des guerres entre les tribus. Et du coup, on devait faire peur à son ennemi. Et c'était ou bien quelque chose de très fragile, qui ne comptait pas pour que la mort puisse le dépasser. Et donc, c'est comme Antara, comme je disais, ou bien c'était quelque chose de très fort, de rock, de très présent. Il était appelé à faire la guerre. Donc, Antara, comme beaucoup d'autres prénoms qu'on a tendance à glorifier comme ça, en fait, le sens est très, très, très terre à terre. Et c'est juste un prénom de superstition et qui signifie la petite mouche bleue. Voilà. Qui est devenu un héros, voilà, un grand chevalier. Mais qui n'a rien à voir avec les cadavres. Non, rien à voir. Ça, je ne sais pas, je n'étais pas avec elle, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, Kulthum, quant à elle, à l'origine, c'est Kulthum, et non pas Kulthum. Nous avons enlevé le dans ce terme. Il y a quand même des prénoms qui sont toujours Kulthum. Oui. D'accord, mais Kulthum, c'est la joufflue. C'est la femme qui est bien en chair. De belles joues. Attends, là, il faut que je revoie ma position pour que je puisse me concentrer finalement. Alors, c'est ça, c'était un critère de beauté arabe. Donc, il faut dire que les critères de beauté, les critères de beauté changent d'une période à une autre, d'une civilisation, d'une ethnie à une autre. Donc, si vous avez des cheveux africains, vous n'êtes pas, peut-être, c'est pas un signe de beauté ou un truc en Afghanistan ou en Russie, en Polynésie. Mais aussi, ce sont des critères de beauté modernes, j'ai envie de dire. C'est un petit peu, la mode. C'est la mode, c'est le business qui a imposé certains. Exactement. Mais réellement, ça reste. Chacun a ses voilà, mais la critères de société, beauté. elle garde quand même ses critères de société. L'un n'est pas beau pour l'autre. Autre chose n'est pas forcément beau chez l'autre. Mais actuellement, nous avons construit c'est plus qu'une mode en fait, ce sont des réseaux et des cadres et on met tout dans ce pot et si on rentre pas dans ce pot, c'est pas comme un moule finalement, c'est tout le monde qui se ressemble, alors que là c'est toute la diversité qui est mise en valeur. C'était censé être une femme qui est très très belle. On rappelle qu'une des filles du prophète sallallahu portait le prénom de Kulthum et c'est un très très vieux prénom on retrouve toujours chez nous, Kulthum. Bon, il n'y a pas de Kulthum et de Antar chez nous qui ont moins de 15 ans. C'est-à-dire que il y a 15 ans que les prénoms n'existent plus, à moins que... Bon,
Voilà. Et de vieux prénoms, c'est ça. Vieux, en fait, oui, mais bon. Plus par rapport à la mode quand on le dit à chaque fois. Oui, par rapport à la tendance. Non, voilà. ils sont un peu plus marginalisés parce qu'on pense que bon, c'est archaïque, c'est un peu ça, voilà, c'est lourd, ça fait grand-père, grand-mère, ça fait rural et puis tout ça. Mais en fait, non, c'est des prénoms qui étaient ancrés dans la société algérienne. Il y avait des keltoum un petit peu partout dans le territoire, à travers le territoire national. Hein. Donc, je pense que keltoum, c'est joli. Quand on a une femme a de belles joues et qui Mais dans un premier temps, on a du mal. Par exemple, un petit bébé, on l'appelle Hadjila, par exemple. Non, mais c'est actuellement. C'est pas une chose à dire à Siham, ça. Hein. Non, mais c'est vraiment pas une chose à dire à Siham. Parce que, non, justement, parce que nous, on voit des choses comme ça. Voilà. Mais on oublie que ça grandit. On oublie que ça grandit, oui. Et puis, encore une fois, l'ancrage. Hein. Samira représente joliment l'ancrage aujourd'hui. Non, mais moi, je trouve joli. En fait, c'est nous qui jetons un prénom dans la dissuasion et c'est nous qui se dissuadons nous-mêmes. C'est-à-dire que Qada est toujours un très joli prénom. Qada, c'est léger, c'est cool. Qada, ça vient, oui, c'est le diminutif de Abdelkader. C'est comme Bob et Robert. Voilà. Effectivement. En tout cas, Siham, merci beaucoup pour cette découverte, même si je ne m'attendais pas du tout. Mais merci beaucoup. Voilà, enfin. Donc, merci beaucoup pour le choix. Donc, on aura d'autres prénoms la semaine prochaine, Inch'Allah. Samira, une autre découverte donc, pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on se quitte avec cette belle chanson d'Abdelkader Chaou, lui, qui chante les prénoms, au fait. Ah oui. Voilà, c'est ça qu'on a choisi pour terminer l'émission. Les filles, merci beaucoup. Je vous retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très, très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à partir de 8h. Au revoir. ننظر جياد الفالي كنز البهاء والكمال